On a récemment, sous l'impulsion de notre nouveau ministre des Affaires étrangères, renommé, avant on disait Agence belge de développement, et maintenant on parle d'Agence belge de coopération internationale. C'est en ligne avec le changement de paradigme qui est en train de se produire dans le monde, qu'on est dans un monde globalisé, où moi personnellement je n'aime plus parler du Sud global ou du Nord global, parce que je pense que ça divise plus que ça unit. Et sur des sujets cruciaux comme l'intelligence artificielle, on a besoin d'une collaboration à niveau mondial et on a besoin finalement de bâtir des ponts et d'éviter de faire des clivages. Et notre perspective, effectivement, chez Enable, c'est de créer des partenariats autour de défis communs, plutôt que de dire on va aider des partenaires à résoudre leurs problèmes. On s'est dit, voilà, le changement climatique, la sécurité, la technologie, la démographie, ce sont tous des sujets d'intérêt commun et certainement entre l'Europe et l'Afrique, un besoin de travailler ensemble pour les résoudre. L'Europe est un continent qui vieillit et dont la population aussi se rétrécit. On va passer de 450 millions d'habitants à 300 millions d'habitants dans les 50 prochaines années. Et au même moment, le continent africain va lui passer de 1,2 milliard d'habitants maintenant à presque 4 milliards d'habitants fin de ce siècle. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'il y a une croissance si rapide d'une population sur un même continent. Et nous, on perçoit ça comme une opportunité de renforcer en fait le partenariat certainement entre l'Europe et l'Afrique. Et donc, notre rapport annuel dont vous parliez essaye de refléter ces changements de paradigme. Et on a voulu quitter tout le jargon classique de la coopération au développement. On parlait de bénéficiaires, de donateurs, de récipiendaires, etc. Pour se dire, non, on est des partenaires et on est parti de thèmes sur lesquels on travaille plutôt que de partir, comme on faisait dans le passé, sur des projets spécifiques qui ont chacun leur jargon avec les cadres logiques dont pour ceux qui connaissent la coopération au développement, c'est finalement un jargon assez compliqué. On est 2500 collaborateurs chez Enable, donc on n'est pas tellement connu dans le monde, en dehors du monde de la coopération internationale, mais on est un acteur quand même majeur, surtout sur le continent africain. 22 pays, 18 en Afrique, à cela s'ajoute la Palestine, le Moyen-Orient, la Jordanie et l'Ukraine, mais 2500 collaborateurs, donc présence locale très forte, et donc connaissance des réseaux locaux, connaissance des partenaires, et aussi une approche multipartenariale. Notre ancrage principal en tant qu'agence gouvernementale, c'est évidemment les gouvernements des pays partenaires, mais aussi la société civile et de plus en plus le secteur privé. Le sujet, l'intelligence artificielle, nous occupe depuis quelques années. On avait déjà, sous l'impulsion de notre ancien ministre de la Coopération, Alexander De Croo, qui est devenu ensuite Premier ministre, mis en place une stratégie de Digital for Development, de digital au profit du développement. En fait, le ministre De Croo avait été assez précurseur à l'époque, puisqu'il avait en Belgique le double portefeuille coopération internationale et développement digital de la Belgique. Et il s'est dit, en tant que ministre, tiens, je vais essayer de lier les deux. Et c'était intelligent, c'est de se dire, le digital, on est tous, c'est nouveau pour beaucoup, et donc on ne va pas séparer le développement digital de la Belgique de finalement de la coopération. Et donc il a demandé la mise en place d'une stratégie qui s'appelle Digital for Development, qui était un peu la base de notre réflexion en la matière, qui a ensuite été reprise par la Commission européenne, et il y a eu la création du EU, donc Union africaine, Union européenne, Digital for Development Hub, qui est un consortium d'agences européennes avec l'Union africaine pour mener la réflexion sur le développement digital, ou la coopération, le partenariat digital entre l'Europe et l'Afrique, dont on a le secrétariat ici à Bruxelles. Et donc on a dans ce cadre-là développé toute une série de réflexions et de projets. L'intelligence artificielle en tant que telle, on l'a amenée dans la discussion il y a 2-3 ans. Et moi, personnellement, ce qui m'avait marqué, c'est que j'ai participé au Tallinn Digital Summit en Estonie, qui est une référence en la matière sur l'intelligence artificielle, où j'ai pu rencontrer, parce que j'étais aussi sceptique parfois en voyant plus les risques que les opportunités. Et donc, je voulais un peu me faire une idée plutôt des opportunités, et je dois avouer que ça m'a ouvert les yeux d'écouter certains gourous de l'intelligence artificielle que j'ai pu rencontrer là-bas, mais aussi de voir comment un pays, l'Estonie, un petit pays qui était anciennement de l'Union soviétique et qui en 20 ans a eu un bond en avant dans son développement, en notamment misant
sur le digital et l'intelligence artificielle. Et j'ai pu me rendre compte aussi de la valeur ajoutée que ça amenait pour les citoyens estoniens, la facilité qui était amenée grâce à des outils d'intelligence artificielle dans l'administration publique. Et donc j'ai demandé suite à ça que nos équipes en interne chez Enable développent une stratégie. Et là je vais répondre à vos questions. La première c'est sur les gains d'efficience, les résultats qu'on peut obtenir. Et là on a une réflexion à deux niveaux. Le premier niveau c'est l'organisation elle-même, l'entreprise Enable. Donc on est une société anonyme de droit public, donc une agence gouvernementale, mais on fonctionne comme une entreprise de 2500 personnes. Comment on applique l'intelligence artificielle dans notre propre entreprise finalement? Qu'est-ce qu'on peut gagner en efficience? Alors clairement, où on voit des gains d'efficience, donc outre la gestion financière et les softwares internes de gestion d'entreprise, pour moi il y a clairement un bond en avant à faire, c'est sur tout ce qui est monitoring et évaluation. On est un secteur de la coopération, et là je regarde aussi la Commission européenne parce que je pense qu'il y a là un rôle à jouer sur la Commission. On produit énormément de données, énormément de rapports d'évaluation de projets. Chaque projet a des évaluations à mi-parcours et en fin de parcours, dont on n'arrive jamais à agréger. On a chacun des rapports individuels. Et l'apprentissage est important dans tout projet de coopération. On n'arrive pas manuellement, je pense, à intégrer l'ensemble des données qu'on a. Et donc là, l'intelligence artificielle, dans tout ce qui est agrégation de données, de rapports, de monitoring et d'évaluation de tous les projets de coopération internationale dans le monde, offre des perspectives énormes, qui sont selon moi totalement sous-exploitées. Ça nécessite que les organisations de coopération internationale partagent leurs données. Et là, je dirais que Enable, on est précurseur puisqu'on fait partie de l'IATI, donc l'initiative sur la transparence internationale dans l'aide au développement. Et donc tous nos rapports sont disponibles en ligne. Et donc, mais il faudrait que ce soit le cas pour toutes les agences pour qu'une intelligence artificielle puisse aller exploiter les données. Mais je pense que grâce à ça, on pourrait faire des meilleurs projets de développement et d'être beaucoup plus honnêtes sur nos faits, sur nos échecs, parce que il faut bien l'avouer, on a tendance à dire que tout fonctionne et pas assez reconnaître quand on a des échecs. Et là, je pense qu'on aurait des données qui seraient plus pertinentes pour pouvoir oser admettre ces échecs. Ça, c'est pour l'efficience de l'organisation elle-même. Pour les projets de développement, donc nous, on travaille historiquement dans l'éducation, la santé, l'agriculture. Mais de plus en plus dans d'autres domaines, on vous l'a mentionné tout à l'heure, les corridors stratégiques, le développement socio-économique, le développement portuaire. Là aussi, les données jouent un rôle essentiel, le changement climatique. Et tout ce qui est utilisation de données pour anticiper ce qui va arriver dans le futur, là, il y a un potentiel sous-exploité. Il y a une organisation ici en Belgique qui s'appelle VITO, qui est une organisation de recherche du gouvernement flamand, qui possède toutes les données de l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, toutes les données, les images satellites depuis 25 ans. C'est une richesse de toute la planète entière, mais en particulier le continent africain. C'est une richesse de données qui peut nous permettre d'analyser comment certaines régions évoluent et comment, sur base de modèles, comment elles vont évoluer dans le futur, que ce soit au niveau du développement des villes, des mouvements de population, du changement climatique, de l'évolution de la biodiversité. Ça offre une manne de données qu'on ne peut pas exploiter via des softwares classiques, et selon moi, c'est l'intelligence artificielle qui peut le développer. Voilà, il y a plein d'autres exemples. La santé, évidemment, offre aussi des possibilités. On le faisait déjà plus au niveau digital, mais je pense que grâce à l'intelligence artificielle, on peut vraiment améliorer les diagnostics, la prévention des épidémies, la gestion de ces épidémies. Et là, on a des partenariats avec des start-up bruxelloises dont une s'appelle Blue Square, mais aussi l'intérêt de la Fondation Gates qui s'intéresse aussi à ces questions-là. Alors, vous avez posé comme autre question tout ce qui est éviter finalement de recréer des inégalités, étant donné les différences culturelles et la disponibilité des données. C'est évidemment un défi énorme. Donc je vous disais que le secteur de la coopération a lui-même beaucoup de données parce qu'on produit énormément de rapports, mais ce n'est pas le cas de nos pays partenaires sur le continent africain, qui ont souvent, évidemment, peu de données disponibles. On a commencé la digitalisation de leur système de santé, leur système d'état civil et autres, mais il y a des inégalités dans l'accès aux données. Et donc, effectivement, les systèmes, les algorithmes qui seraient construits sur base de données existantes
étant donné qu'il y a des déséquilibres, ça crée des biais et que certaines régions soient sous-représentées ou certaines langues soient sous-représentées, étant donné que dans les pays dans lesquels on travaille, il y a parfois plus de 60 dialectes ou langues locales. Donc là, il y a un défi énorme pour créer des systèmes ou digitaliser en tout cas toute une série des connaissances qui existent. Et si on ne le fait pas, ça recréera d'autres inégalités. Il y a évidemment toutes les inégalités de genre qui sont également à signaler en termes de formation, d'accès à des formations spécifiques sur l'intelligence artificielle et la digitalisation. Donc là, on y remédie aussi avec toute une série de programmes de formation professionnelle. Dans le cadre du D4D Hub, donc c'est ce projet européen dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a plusieurs groupes de travail, on organise des webinaires notamment sur le genre ou les biais ethniques dans l'intelligence artificielle, et on serait ravis de partager ces données avec vous. Et ma collègue Kirsten, qui est ici, que je vais te présenter, mais Kirsten est notre experte en intelligence artificielle et digitalisation, peut peut-être ajouter, si tu le souhaites après, d'autres éléments. Vous parliez des risques, et moi je suis partagé en fait, et là je serais ravi d'avoir le débat. Je vois tous les risques effectivement d'une intelligence artificielle qui reprendrait le contrôle, comme vous le disiez tout à l'heure. J'étais voir Mission Impossible récemment, c'est le thème du film. Honnêtement, sur le continent africain, moi je vois plus l'opportunité, parce que je pense que c'est une opportunité pour le continent de faire du leapfrogging, de dépasser nos étapes. Moi, je l'ai vécu en Tanzanie, où j'ai vécu pendant 6 ans avec la finance digitale, hein, donc tous les mobile, le mobile banking qui était développé, M-Pesa, donc le système de paiement mobile, était développé en Tanzanie et au Kenya. Ils étaient 10 ans en avance sur la Belgique. Hein. Quand je suis rentré de Tanzanie, c'était il y a 8 ans, je voyais des publicités Proximus, qui est l'opérateur de téléphonie belge ici, des pubs de Proximus qui montraient une innovation ici, qui existait depuis 10 ans en Tanzanie. Et donc il y a clairement une possibilité pour le continent africain de dépasser des étapes, d'autant plus qu'il y a la jeunesse. Et l'Europe, on a une population vieillissante qui aura plus du mal à intégrer ces nouvelles technologies que le continent africain, qui est une population dont la moitié a moins de 18 ans. C'est pas pour rien si vous regardez une entreprise comme Google, ils investissent massivement en Afrique, notamment au Congo. C'est pas pour faire de la charité, c'est clairement parce qu'ils perçoivent le potentiel. Aussi en recherche et développement, des pays comme le Kenya sont en avance sur pas mal de domaines. Donc moi je vois ça plus comme une opportunité, et pour l'Europe et le Canada, ou le Québec, de mettre en avant nos compétences qui sont peut-être plus sur la régulation, sur les questions éthiques, et finalement de faire un véritable partenariat entre un développement de l'intelligence artificielle sur le continent africain basé sur les opportunités, mais d'amener nos réflexions qui sont les nôtres sur l'éthique et la régulation que d'autres partenaires feraient peut-être moins que nous. Et donc ça représenterait finalement notre valeur ajoutée européenne ou canadienne, d'amener cette dimension-là dans la réflexion. Mais surtout pas de limiter, et je pense que limiter serait une erreur, d'autant plus que d'autres pays investissent massivement. J'ai appris récemment que le pays qui investit le plus sur l'intelligence artificielle en termes de volume financier, c'est l'Arabie Saoudite actuellement, et qui veut, je pense, prendre l'intelligence artificielle comme une manière de développer son partenariat avec le continent africain. Donc si nous, en tant qu'Européens, je dirais, on reste dans notre coopération avec l'Afrique sur des sujets plus classiques, avec des approches classiques, et que l'Arabie Saoudite ou d'autres viennent dans leur partenariat avec le continent africain, avec les dernières technologies et réflexions sur l'intelligence artificielle, on risque, je pense, de devenir dépassé. Et donc, parce qu'on a un débat en interne chez Enable aussi, jusqu'où on devra aller, et moi je mets en garde vraiment le plus grand risque, ce serait de ne pas prendre de risque, et donc d'accepter le risque, d'essayer de le mesurer, de le contrôler, mais en tout cas de ne pas se limiter à cause de ce risque-là. Voilà, je ne sais pas si j'ai parlé 10 minutes, mais je vais m'arrêter ici, mais peut-être donner la parole à Kirsten si tu penses qu'il y a d'autres choses que j'aurais oublié de dire, si je peux me permettre. Oui. Oui, ça va. Bon, je pense que vous avez dit tout déjà, mais je peux juste partager peut-être une expérience personnelle, parce que je n'avais
travaillé. À l'époque, c'était encore Big Data, c'était plutôt que l'IA. Mais il y a des chercheurs vraiment très avancés en Afrique. Par exemple, on travaille avec l'Université de Makerere, qui sont très avancés. Il y a Big Data Science Africa qui est organisé chaque année. Donc il y a vraiment une base de chercheurs qui sont extrêmement avancés, avec lesquels je pense qu'on doit travailler dans le futur de plus en plus. C'est un complément effectivement des compétences au niveau du continent qui sont très fortes. Je vous remercie beaucoup. Monsieur le directeur général, je vous remercie pour 3 ou 4 choses. Je suis obligé de résumer, on n'a pas beaucoup de temps. D'abord de rappeler les changements du monde. Les changements du monde, la démographie que vous avez évoquée, africaine et la nôtre en perte d'une certaine manière et la leur en croissance considérable et les conséquences de ça. Les conséquences de ça pour notre réflexion, pour notre analyse, pour nos prospectives, vous avez... c'est très important qu'on ait commencé par ça, je vous en remercie beaucoup. J'ai aimé aussi votre réflexion, je pense que plusieurs vont s'y intéresser, l'agrégation des données, que chacun qui dispose des données apprenne à les échanger, à les partager, qu'on ait des lieux, vous avez évoqué certains modèles, des lieux communs où on peut retrouver une base critique, une masse critique suffisante pour pouvoir travailler correctement. Et ce que vous avez dit à la toute fin, j'espère que tout le monde va s'en souvenir. Vous allez vous souvenir de beaucoup de choses de notre rencontre, mais voilà une chose de laquelle on doit se souvenir absolument. C'est que le Sud crée aussi. C'est que le Sud, dans certains domaines, est en avance sur nous. Et il s'agit d'y aller un peu, de voir un peu. Je viens de passer 3 mois en Éthiopie. J'ai vu des choses extraordinaires dans cette région d'Afrique que je connaissais moins. Je connaissais plus l'Afrique francophone, dite francophone. Et ils sont vraiment en avance dans beaucoup de domaines. On ne le sait pas. Et ça, quand on l'intègre comme vous le faites, ça permet d'enrichir une narration qui autrement des fois est négative et totalement négative, enfin, de cette nature-là. Merci beaucoup. Je vais prendre juste une minute avant de vous donner la parole pour saluer nos amis qui sont à l'écoute quelque part dans le monde et qui sont avec nous. Saluer tout le monde. Je n'ai pas salué tantôt, je savais que j'allais reprendre la parole. Je vais prendre une formule africaine, tiens, pourquoi pas. Je vous salue selon votre titre et votre rang. Je n'ai oublié personne, j'ai salué tout le monde. Voilà qui est fait. Et puis saluer en particulier la représentation de la francophonie pour des raisons évidentes. Je retrouve un peu ma maison en les voyant avec nous aujourd'hui. Merci à tous d'être là. C'est grandement apprécié. Et on vous donnera un moment pour poser des questions ou intervenir si vous le souhaitez.